Bon, bonsoir. Merci d'être venu. C'est mieux. Donc, merci d'être venu par un mercredi soir pluvieux parisien à Québec pour un afterwork du Bloc National. Donc, c'est la troisième édition. Enfin, c'est la troisième édition des afterwork du Bloc National. Nous en avons fait 2 auparavant sur les 8 thèmes du programme du Bloc National, que vous voyez ici en français et en anglais. En arabe et en français. Et du coup, cette édition est sur le thème de la justice, avec Ziad Majed, qu'on présentera un peu plus tard. Alors, pour le coup, un peu d'explication. Les afterwork du Bloc National, ce ne sont pas des conférences. On n'est pas là juste pour écouter attentivement Ziad, même si il est passionnant et on peut l'écouter pendant 10 heures. Et il n'est plus à présenter exactement. L'objectif, c'est surtout de discuter, de poser des questions, de débattre, de proposer des choses. C'est interactif. Donc, n'hésitez pas. Et il n'y a pas de honte. Tout le monde est le bienvenu aux afterwork. Tous les avis sont bons à apprendre, négatifs comme positifs. On est là pour construire quelque chose. On est là pour construire un pays ensemble et un programme ensemble. Donc ça, c'est le programme qu'on a présenté en 2022 pour les élections législatives, qui va être mis à jour pour les élections de 2026. Et c'est aussi grâce à vous qu'on pourra le mettre à jour. Sur ce, je ne vais pas prendre énormément de votre temps. Il est où mon téléphone? Il est là. Pour commencer un afterwork, rien de mieux que ce qu'on pourrait appeler un icebreaker, brise-glace pour ceux qui parlent en français. Je vais vous poser quelques questions, n'hésitez pas à répondre. Les questions sont pas compliquées, mais voilà, c'est à la portée de tout le monde, donc allez-y, même si vous n'avez pas la réponse, comme Joe Marlouf qui n'a jamais eu la réponse. Voilà. Donc la première question, et c'est toujours évidemment sur le thème de l'afterwork. Donc à votre avis, combien de personnes ont été inculpées dans l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth depuis 2020? 350. 350 ont été inculpés? C'est énorme. Une quinzaine? 4. C'est trop peu? Un peu plus? On aimerait un peu plus, oui. Bon, alors, effectivement, c'est pas loin de 15, c'est beaucoup moins que 350. C'est environ 25 personnes qui ont été inculpées, mais la majorité n'ont jamais été arrêtées ni jugées. Et plusieurs ministres ont refusé d'ailleurs de comparaître devant le juge et ont bénéficié d'une certaine immunité qui ne leur est pas due. Voilà. Comme on le sait tous. La deuxième question. La loi sur l'indépendance de la justice a-t-elle été adoptée pour la première fois au Liban en 91, en 2005 ou en 2025? Quand? Joe, tu as une idée, toi? J'ai toujours des réponses fausses. Justement. Mars 2025. Ok, oui. Alors en fait, elle a été proposée en 2018. C'est un projet de loi qui a été approuvé le 2 mai 2018 par le Conseil des ministres. Le 2 mai 2025 par le Conseil des ministres présidé par Nawaf. Du coup, c'est la première fois qu'un texte est adopté par le gouvernement pour poser les bases d'une justice indépendante. Même si plusieurs juges, encore aujourd'hui, estiment que la réforme reste insuffisante. On a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est déjà un début. Et on en reparlera avec Ziad. Troisième et dernière question. Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de combien de membres au Liban? Et combien ont été récemment nommés? Ça, c'est une question difficile. Bon. Je pense 10. 10? Une dizaine? Moi, je disais que Joe n'avait pas les bonnes réponses, finalement. Effectivement, le Conseil supérieur de la magistrature est composé de 10 membres. Et en avril 2025, il y en a eu 4 nouveaux qui ont été nommés dans un contexte de recomposition des équilibres au sein de l'appareil judiciaire. Tu confirmes? Parfait. Bon, sur ce, je vous laisse Ziad et Anaï pour l'afterwork. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde, merci pour votre présence. Tout d'abord, un grand bravo à Marc et tout le Bloc National et la liste de Beyrouth Madinati d'avoir mené une très belle bataille à Beyrouth. Donc vraiment merci de tout cœur et bravo à vous, et ce n'est que le début d'un long chemin. Vraiment, prenez le temps de les applaudir, ils ont travaillé avec beaucoup d'acharnement.
Je vais donc commencer par vous introduire Ziad Majed, qui n'est, comme vous l'avez bien dit, n'est plus à introduire. Mais Ziad Majed est un politologue libanais et spécialiste du Moyen-Orient. Il enseigne actuellement à l'Université américaine de Paris en sciences politiques, avec un accent particulier sur les transitions démocratiques, les dynamiques de société civile et les questions de justice et de gouvernance dans le monde arabe. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur la Syrie et sur le Liban, et sur les révolutions arabes, le printemps arabe. Il est très engagé depuis longtemps et lutte pour un Liban indépendant et pour un renouveau politique au Liban. Sans plus tarder, je lui donne la parole pour nous faire une petite introduction sur notre afterwork sur la justice. Ok, merci beaucoup. Ouais. J'ai besoin des deux. Attends, voilà, je peux faire. Comme ça l'autre fonctionne. Ok, ouais. super. Alors bonsoir et merci d'être venu. Ravi d'être là et de pouvoir échanger avec vous sur une question qui est extrêmement importante, celle de la justice au Liban, celle de l'indépendance du système judiciaire et donc de la construction d'un état de droit auquel nous aspirons toutes et tous. Ce que je vais faire, si vous permettez, avant de répondre peut-être à des questions, c'est de contextualiser un peu ce qui se passe au Liban aujourd'hui, à la fois par rapport à la région, mais également par rapport aux nouvelles dynamiques, aux nouveaux peut-être rapports de force qui s'installent dans le pays, même si les élections municipales nous rappellent quand même qu'il y a un très long chemin et que les choses nécessitent beaucoup de travail, notamment étant donné qu'on va avoir les élections parlementaires dans un an. Donc, on est dans un contexte régional assez, je vais dire, inquiétant. N'en parlons pas du génocide à Gaza, mais je parle même de toute cette nouvelle émergence d'une région où à la fois on subit des modifications démographiques, le projet de nettoyage ethnique en Palestine, mais également on voit des frontières être de plus en plus bousculées. Israël a élargi la zone occupée en Syrie, par exemple. Au Liban même, il y a 5 points d'occupation israélienne. Il y a tous les enjeux, entre guillemets, sécuritaires, mais qui vont avoir des conséquences, que ce soit en Syrie ou sur la frontière libano-syrienne ou dans un peut-être prochain round de développement s'agissant de la question kurde dans la région. Donc, on est dans une période très chargée par beaucoup de risques et beaucoup de dynamiques qui vont dans tous les sens. À la fois des destructions massives en Palestine, dans le sud Liban, dans une partie de la Syrie, mais aussi il y a une lueur d'espoir en Syrie avec la chute du régime Assad et au Liban avec la recomposition de la classe politique ou de l'élite politique après l'élection d'un président de la République et la nomination d'un premier ministre qui a toujours porté des programmes de réforme, Nawaf Salam. Donc il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi un moment où les équilibres régionaux changent. Cela va avoir des conséquences. Ça prend un peu de temps avant que ces conséquences ne s'élaborent. L'Iran est en net recul. L'Arabie saoudite progresse, la Turquie progresse, de nouvelles alliances se construisent. Où sera le Liban par rapport à ces alliances-là? Est-ce qu'il va tenter de préserver une certaine indépendance par rapport au rapport de force dans la région? Ou bien il est embarqué, vu la proximité géographique et le besoin économique aujourd'hui d'une reconstruction, d'un sauvetage, toute la question de l'effondrement du système bancaire, comment on va la gérer, avec les États-Unis du côté libanais de plus en plus présents, mais du côté de la région, un peu moins peut-être. Donc, il y a plein de questions. Et on a une parenthèse aujourd'hui au Liban avec ce gouvernement, en attendant les élections parlementaires, de pouvoir avancer au niveau de certaines réformes, dont la réforme évidemment du système judiciaire. Mais il faut peut-être aussi dire qu'il y a eu quelques réformes votées. Espérons qu'elle va être mise en place et défendue. Une réforme s'agissant des banques et de la nécessité de pouvoir examiner ce qui s'est passé pendant 10 ans avant l'effondrement du système bancaire. Où est l'argent? Quel genre de transfert a eu lieu? Qui était derrière ces transferts-là? Qui les a protégés? Qui les a facilités? Ça, c'est un début de chantier où à la fois la volonté politique et la justice vont
tenter d'aller en parallèle ou, disons, vont être amenés à coopérer. Mais ça, c'est un grand défi. Un deuxième chantier très important, c'est par rapport à toutes les nominations administratives. Pour la première fois maintenant, on a un mécanisme de nomination qui n'est pas seulement celui dans lequel les ténors de la classe politique peuvent, à travers le clientélisme, choisir certaines personnes et les mettre dans des postes qu'ils ne méritent pas ou qu'elles ne méritent pas. L'idée maintenant, c'est qu'il va y avoir des examens, comme cela doit en général se passer, et seuls les premiers peuvent être nominés. Donc même s'il va y avoir des pistons et même s'il y a un certain clientélisme qui survit et qui va survivre jusqu'à ce que la nouvelle génération, j'espère, puisse le vaincre, au moins le choix va se faire parmi les 3 ou les 4 premiers. Ce n'est plus comme avant où on peut choisir n'importe qui, peu importe le résultat de l'examen, vu sa proximité ou sa loyauté politique à tel ou tel des ténors de la classe politico-confessionnelle. Donc ça, c'est aussi disons, une possibilité d'un chantier, d'un espoir au niveau administratif. Va suivre probablement toute la question de la décentralisation administrative que déjà l'accord de Taïf avait évoqué et qui n'a pas été respecté ou qui n'a pas été mise en place. Et on va aller vers des élections en 2026, des élections qui peuvent inquiéter certains, vu les résultats des élections municipales, un retour en force de certaines formations qui semblaient être affaiblies ou qu'on pensait, ou certains pensaient, disons, certaines pensaient les voir affaiblies. Ce n'est pas le cas. Donc le retour va-t-il, disons, étouffer ou encercler le Premier ministre actuel? Est-ce qu'il va être nominé de nouveau ou pas? Est-ce qu'on va revenir à business as usual ou pas? Plein de paramètres encore qui ne sont pas tout à fait clairs, mais on a un an durant lequel ce gouvernement doit accélérer tout ce qu'il peut faire au niveau des réformes, et chaque réforme doit être consolidée par un soutien de la part de la société civile, en tentant d'améliorer telle chose, de modifier telle chose, et en espérant qu'avant les élections, au moins, puisqu'on parle de justice, et je termine là, au moins un système judiciaire indépendant soit mis en place, du moins au niveau des lois et des principes, pour qu'après, la lutte pour l'état de droit puisse être tout simplement possible. Parce que sans un état de justice indépendante, l'impunité qui a tellement régné au Liban et qui règne dans la région va de nouveau s'imposer et va de nouveau empoisonner nos vies à nous toutes et tous. Donc je pense que la question de la justice est centrale et elle est très importante, d'où cette soirée ou cette rencontre. Et donc merci beaucoup pour cette très belle introduction. Je pense qu'on retient tous le mot impunité comme étant dire le terme central de toutes les réformes et de tout ce qui se passe en ce moment. J'aimerais rentrer dans le vif du sujet en commençant par les affaires un petit peu, les grosses affaires judiciaires en cours au Liban aujourd'hui, et notamment celle du port de Beyrouth, que nous connaissons tous si bien, mais peut-être pas tant dans le fond. Donc, est-ce que tu pourrais commencer par nous faire un petit état des lieux peut-être sur quels sont les différents blocages qui ont pu intervenir dans l'enquête du juge Bitton? D'accord. Alors, pour revenir à cette question clé qui est la question de l'impunité, on a au Liban on a entendu du moins tellement de scandales par rapport à la corruption, on a connu tellement d'assassinats politiques, on a connu plusieurs explosions et incidents sécuritaires, mais évidemment, le plus grand événement, c'était cette explosion terrible du port de Beyrouth qui a ravagé une partie de la capitale. Et jusqu'à maintenant, malgré tous les efforts de certains juges ou de certains juristes intègres, courageux, on n'a jamais eu un résultat ou on n'a jamais connu l'aboutissement d'une enquête et l'arrestation des coupables ou du moins des accusations claires, autres que les accusations politiques, qui peuvent être légitimes, qui peuvent être aussi des positions sans toujours des preuves et de la crédibilité. Mais on a, malgré les assassinats, malgré l'explosion, malgré la corruption, malgré ce qu'on lit parfois dans les journaux sur tel scandale, malgré la faillite
de tout un système bancaire et de toute une économie, on n'a pas de coupables, entre guillemets, qui sont jugés, qui ont été identifiés. Il y a toujours eu cette impunité qui a créé une culture politique au Liban, comme au niveau international, comme au niveau régional. Plus on est impuni, plus on est corrompu, et plus on est corrompu, plus on devient impuni, et ça crée des loyautés. Donc moi j'ai besoin, en tant que citoyen d'une telle communauté, de trouver refuge chez un type corrompu, mais impuni, qui va être capable lui-même de me protéger dans ma corruption, et je deviens impuni. Et c'est un cercle vicieux. Donc on a toujours besoin de quelqu'un, et parfois il y a même une admiration à quelqu'un qui est corrompu et qui échappe à la justice, dans le sens où, waouh, il est trop fort, il est au-delà des lois, au-delà de la justice, il peut faire ce qu'il veut. Donc j'ai intérêt à être proche de lui pour être protégé par son impunité, si jamais je suis moi-même impliqué dans des affaires. Et la plupart des ténors de la classe politique libanaise ont très bien compris ce jeu pervers depuis très longtemps, et ils ont montré à leur base électorale et à leur base sociale que si vous êtes dans nos camps, vous pouvez faire ce que vous voulez. Taswiye, ça commence d'une petite chambre construite illégalement, avec une taswiye, jusqu'à une petite mukhalafé, pour arriver à un scandale de corruption, pour arriver à une kassara quelque part dans une montagne, pour arriver même à des affaires de violence physique qui vont au-delà juste, je ne vais pas dire juste, mais qui vont au-delà du vol ou de la corruption ou de la construction de telle ou de telle chambre ou mur. Donc, c'est toute une culture qui s'est installée avec le temps et qui peut mener même jusqu'à l'impunité des crimes, jusqu'à l'impunité par rapport aux assassinats, tout comme dans la région, on a une impunité exceptionnelle, celle d'un État, l'État israélien, qui commet un génocide aujourd'hui et qui reste, pour le moment, disons, qui ne reste pas vraiment inquiété par la justice. Et ça va au-delà, ça continue au niveau de l'hiérarchie des relations internationales. Donc on a tout intérêt, dans le contexte régional, dans le contexte international et par rapport à notre propre culture politique, d'en finir avec l'impunité. Et cela ne peut se faire qu'à travers l'indépendance du système judiciaire. Et l'une des questions aujourd'hui qui revient de nouveau au travail des juges et à l'enquête et à ce que le juge Bitar a tenté de faire pendant des longs mois, c'est la grande explosion du port de Beyrouth. On a beaucoup d'éléments par rapport à cette explosion. On connaît qui sont les hommes d'affaires qui ont acheté le nitrate d'ammonium et qui l'ont acheminé vers le Liban. On sait pourquoi ils ont choisi ce bateau, spécifiquement, qui prétendait aller au Zimbabwe en transportant du matériel pour l'agriculture. On sait qu'ils ont prétendu que le bateau ne pouvait pas continuer son chemin, donc il devait s'arrêter dans le port de Beyrouth, faute de ne pas pouvoir s'arrêter dans le port de Latakia. Les trois hommes d'affaires leurs noms ont été révélés, deux de la famille Khouré et un Haswani, tous les trois Syriens proches directement de Bachar al-Assad. Le nitrate d'ammonium était probablement destiné aux barils explosifs que le régime syrien utilisait en bombardant sa population dans les années 2012-2015. Et on sait aussi à travers l'enquête après l'explosion que la plupart des enquêteurs français, britanniques et américains ont considéré que ce n'est pas toute la quantité qui a été amenée au port de Beyrouth qui a explosé. Qu'il y a une partie qui était partie où? En Syrie, qui l'a transportée, ça c'est une première grande question, qui a permis à ce transport-là, une deuxième question. Et après, pourquoi toute la question de ce transport s'est arrêtée en 2015? Simplement parce qu'en 2015, l'aviation russe intervient en Syrie et le régime n'a plus besoin de ses moyens limités et de ce nitrate d'ammonium. Donc les stocks restent dans le port de Beyrouth. Ah, c'est dur. Les stocks, c'est une langue bizarre quand même, que je connais pas en moi. Les stocks restent dans le port de Beyrouth dans des conditions lamentables. Il y a eu 6 ou 7 correspondances par rapport aux conditions de stockage. Jamais ni les ministres concernés, ni le président de la République, ni le Premier ministre ont fait le suivi nécessaire
pour modifier les conditions dans lesquelles ce stockage se trouvait, ni ils ont trouvé une solution pour les éloigner ou pour les renvoyer, pour trouver une solution, sachant que c'est des matières explosives qui peuvent ravager donc les quartiers autour du port dans la capitale Beyrouth. Ce qui fait qu'on a eu 7 ans plus tard, donc 2013, c'est l'arrivée, 2020, c'est l'explosion. Entre 2015 et 2020, il y a eu beaucoup de correspondances sans réponse. Et on doit savoir pourquoi il n'y a pas eu de réponse, qui a permis le transport, qui a stocké, qui savait qu'il y avait ces stocks et où. Est-ce que des gens se servaient aussi au niveau des stocks? Est-ce vrai qu'on a mis à côté des feux d'artifice? Qui a donné l'ordre sans savoir que c'est un danger terrible? Donc, il y a beaucoup de questions à ce niveau. Et il y a eu 3 assassinats ou 3 meurtres durant cette enquête, d'un photographe qui a été tué, de 2 employés port et douane, l'un qui a été trouvé mort à domicile et l'autre, on a dit qu'il est tombé après avoir garé sa voiture. Donc, est-ce que ces 3-là avaient des informations, avaient vu quelque chose, avaient témoigné? Une autre question. Et puis, il y a la très grande question dont il n'y a pas de réponse pour le moment. Comment l'explosion a eu lieu? Parce qu'il y a eu l'idée de quelqu'un qui réparait, il soudait. Puis on a dit non, il y a eu un autre incendie au niveau d'ailleurs des feux d'artifice qui ont commencé à exploser menant à la grande explosion. D'autres experts disent que ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui a déclenché l'explosion qui est beaucoup plus puissant. Un bombardement israélien. Par exemple, il y a eu des personnes qui disaient qu'ils ont entendu un avion de chasse avant l'explosion. On a évoqué un drone qui ne peut ne pas apparaître sur des images satellites si jamais c'était ça la question. Pourquoi ils ne nous donnent pas des images satellites? Donc, il y a beaucoup d'hypothèses. Pour être honnête, je pensais jusqu'à la dernière guerre israélienne, 2024, je pensais que la théorie de l'avion de chasse ou du drone était plus une théorie de complot. Et j'étais presque sûr que c'était une théorie de complot, connaissant la classe politique libanaise et sa corruption, son mépris de toute mesure de sécurité des Libanais et des Libanaises. Honnêtement, aujourd'hui, je suis moins sûr, après les destructions que j'ai vues dans le sud Liban et que j'ai vues dans la banlieue sud, étant donné cette férocité dans les bombardements qui n'a aucune justification militaire, qui est beaucoup plus pour ravager, pour détruire, pour anéantir, ce qu'on voit d'ailleurs depuis plus de 18 mois maintenant à Gaza. Donc, cette idée d'un drone, elle est possible, elle n'est pas confirmée, elle n'est pas la seule hypothèse, il y a plusieurs hypothèses, mais elle n'est plus, à mon avis, à exclure. Maintenant, comment on peut avancer dans cette enquête? Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a plus aujourd'hui, au niveau du gouvernement, une décision, comme avant, de rendre l'enquête du juge impossible ou extrêmement difficile. Donc, il a ressaisi l'affaire, il travaille... Je t'interromps juste pour te poser une petite question. Est-ce que donc, les informations qu'on a, donc tu dis qui avait acheté le nitrate, etc., est-ce que c'est des informations qu'on a grâce à l'enquête ou est-ce que c'est plutôt des informations qu'on a eues grâce aux journalistes d'investigation? Oui. Alors, je pense que c'est grâce aux journalistes d'investigation qui ont trouvé des éléments très intéressants et qu'ils ont bien explorés, qui ont été jusqu'à Londres, où une société écran était inscrite, était enregistrée dans les records britanniques et qui a disparu après. Et puis, il y a au niveau de l'enquête quelques éléments qui confirment, notamment par rapport à l'identité du capitaine du bateau, qui a lui-même plus tard fait des déclarations, et par rapport à tout ce système qui est mis en place d'un bateau qui à la fois connecte le Liban, la Géorgie, le Zimbabwe, Chypre, la Biélorussie. Donc, un système assez intéressant. Pardon? L'enquête, est-ce qu'elle est accessible en fait? Est-ce qu'on a toutes les informations? Non, on n'a pas toutes les informations, heureusement, par rapport au travail du juge Bitar, mais on a ce que la presse avait publié, ce qui a été confirmé par certains éléments de l'enquête révélés. Et il y a surtout maintenant la grande différence, c'est que durant la première phase de l'enquête et avant que certains juges même décident d'écarter Bitar, il y avait des politiques
qui refusaient de comparaître, qui refusaient même de témoigner et qui défiaient le juge et qui l'ont même attaqué en justice, prétendant qu'ils avaient eux-mêmes une immunité, étant donné qu'ils étaient en fonction, qu'ils étaient des ministres, qu'ils étaient dans des responsabilités. Maintenant, ils ne peuvent plus prétendre cela. Et donc, certains ont commencé à répondre à des questions. On attend la suite. Il y a encore quelques personnes qui n'ont pas été entendues. Donc, ça va venir. Après, comment l'enquête va se développer, comment elle va évoluer, qui va être inculpé. Certainement, s'il y a une volonté politique qui soutient le travail, on peut arriver à certaines conclusions, peut-être pas à toutes les conclusions, mais au moins on aura un début et on aura un travail montrant que l'impunité, elle est combattue, elle est plus maître du jour et maître de nos vies. La deuxième question, peut-être, c'est par rapport à l'assassinat de Lokman. On revient, je fais une petite précision juste. Donc, le juge Bittal, en fait, est chargé de faire l'enquête et c'est pas lui qui va juger qui est coupable ou non. C'est pas lui qui va inculper les gens. C'est ensuite, ça ira devant, il me semble, un comité de 4 ou 5 juges, si je me trompe pas, qui eux ensuite trancheront l'affaire. Donc là, on est vraiment sur un travail préliminaire d'enquête. Mais juste, donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus des entraves qu'il y a eu à l'enquête? Parce que on a tous les éléments qu'on a par les moyens journalistiques, mais quels ont été, on va dire, le rôle des politiques pour entraver, que ce soit de manière, donc par des recours abusifs auprès de la justice, ou alors par des retards comme ceux causés par le juge Awaidet qui refusait de notifier les personnes appelées à comparaître devant Bittal, ou encore, on va dire, la rue, quoi, la rue qui a été utilisée, notamment à Tayoun, etc., pour essayer de réprimer Bittal ou de lui dire attention, il ne faut pas que tu fasses ton travail ici. Absolument. Je pense qu'il y a eu 3 volets pour faire pression sur Bittal et sur l'enquête en général. Bittal est devenu un peu emblématique, il est devenu le symbole de cette enquête-là, mais l'idée c'est comment ne pas permettre à une enquête d'aboutir. Parce que même avant Bittal, il y avait Sawan. Sawan qui a démissionné. Oui, tout à fait. Il y a eu trois méthodes. Alors, la première, la plus simple, c'était de tenter d'instrumentaliser le système même en utilisant, ou disons en demandant à des juges de rendre l'enquête difficile et de commencer à chaque fois de trouver une excuse, une justification légale pour empêcher Sawan et puis surtout Bittar de progresser dans son travail. La deuxième, c'était les interventions politiques directes. Je ne parle pas des menaces, je parle du fait que certains ministres considèrent que leur immunité les protège et qu'ils ne doivent pas répondre aux juges et qu'ils n'ont rien à justifier, d'autant plus que chaque ministre considère qu'il représente sa communauté, donc sa confession, et que si jamais il est lui-même appelé ou il est accusé ou il semble être accusé, parce que aussi au Liban, il faut le dire, et c'est pas le problème des gens, c'est le problème d'une culture juridique, légale, qu'on n'a pas eu l'occasion de bien comprendre et d'explorer et de vivre son expérience. Donc dès que quelqu'un est appelé, on pense qu'il est accusé. Ce qui fait, s'il veut écouter un témoin, non. Donc, le fait que certains considéraient que s'ils vont répondre au juge, automatiquement, ils vont être accusés par l'opinion publique comme étant impliqués d'une manière ou d'une autre, faisait aussi qu'ils considéraient que c'est hors question qu'on puisse aller voir le juge et c'est notre communauté qui doit nous protéger. Et donc, on rentre dans des considérations communautaires. Il y a eu les politiques qui n'ont pas voulu coopérer, y compris tous ceux qui ont reçu des lettres et reçu les correspondances de la part d'employés et de la part de personnes au niveau du système sécuritaire qui leur disaient que c'est un danger terrible et qu'il faut faire quelque chose. Chacun disait qu'il a demandé à tel ou il a demandé à tel. Finalement, rien n'a été fait. Et troisième méthode, et tu l'as évoqué, c'est d'utiliser la pression directe, soit à travers des menaces directes. Certaines menaces étaient par téléphone, d'autres étaient même la culture de l'impunité. C'était dans des déclarations dans les médias, sans craindre les conséquences, menaçant directement le juge Bittar.
Et puis, dans la rue, à travers des manifestations, et on a même divisé le comité des familles des victimes de l'explosion, avec une partie qui refuse l'enquête et considère que Bitar est en train de la politiser, comme ça a été dit, et une autre qui maintient le soutien à l'enquête, aux juges et au travail qui était fait. Donc, utiliser la rue, et quand on utilise la rue, c'est évidemment avec des considérations confessionnelles pour faire peur, pour dire que si jamais l'enquête progresse, il va y avoir une explosion, il va y avoir des accrochages. Tayoun était un test, était un laboratoire, et il faut dire qu'il y avait des armes des deux côtés aussi, y compris ceux qui prétendaient vouloir protéger l'enquête, sauf que c'était une démonstration de force pour protéger quelques quartiers, face à ceux qui ont manifesté contre l'enquête en considérant qu'elle visait la résistance et tout le logiciel terminologique qui vient avec. Donc, la pression a été faite dès le début, ce qui montre que cette affaire-là est aujourd'hui de nouveau une affaire extrêmement importante et montre à quel point on peut franchir cette question et on peut franchir vraiment, on peut parcourir même des distances si on arrive à soutenir cette enquête et si cette enquête aboutit. Il faut aussi dire que ce n'est pas une explosion qu'on peut vivre avec normalement ou qu'on peut considérer que ça fait partie de notre vécu au Liban. On a connu tellement de guerres, tellement de destruction, tellement d'assassinats. On a tout vu dans ce petit pays. Mais c'est une explosion qui a ravagé la capitale, et ce n'est pas parce que la capitale est plus importante que les autres villes, mais parce que c'est comment on peut vivre avec une classe politique qui n'a aucun problème avec le stockage de centaines de tonnes d'explosifs dans le port de la capitale, à côté de quartiers résidentiels, à côté de quartiers économiques. C'est incroyable quand même. Et Beyrouth a été construite en tant que ville méditerranéenne jouant un rôle historique, économique et géographique grâce au port de Beyrouth. Le port de Beyrouth, quand il a été conçu, il a tout de suite donné un élan à la capitale qui va avoir encore un deuxième élan après la Nakba en Palestine et le fait que le port de Haïfa était en déclin. Donc c'est le port de Beyrouth qui prend le dessus. Et en plus, étant donné que nous sommes un pays qui importe plus de 80% de nos besoins alimentaires, de consommation, etc., le port est le lieu stratégique, c'est le point d'entrée, et on a vécu son explosion. Et puis, il y a des gens qui considéraient que ça arrive et il faut empêcher l'enquête, il faut en finir avec. Donc, c'est ça qui rend aussi la question aujourd'hui un énorme défi et un énorme sujet qui doit nous intéresser toutes et tous. Justement, pour référence, le port de Beyrouth, c'est 12 porte-containers qui sont oui. Le port de Marseille, c'est 10. Ouais. Donner une échelle de qu'est-ce que c'est que le port de Beyrouth véritablement. Oui. Notre expert en commerce maritime. Je tiens juste à vous rappeler qu'il ne faut pas hésiter à intervenir si vous avez des questions. C'est vraiment une discussion. Donc, je vous en prie si vous avez... savoir, l'hypothèse accidentelle a été complètement écartée? Non, elle n'a pas été écartée. Il se peut que ça soit vraiment accidentel. Mais pourquoi les stocks sont restés 7 ans avec tous les risques c'est ça la question. Oui, tout à fait. Et si c'était seulement accidentel, pourquoi il y a eu peut-être 3 meurtres qui peuvent être connectés, puisque l'enquête, elle va devoir toucher aux raisons de ces assassinats-là, qui, pour certains, tant que les choses ne sont pas claires, ça peut toujours nourrir des théories de complot. Il se peut que les meurtres ou les assassinats ne soient pas connectés à cette explosion, mais on ne sait pas. Et il se peut que ce soit le contraire, que les 3 ont vu quelque chose ou ont des informations, et c'est pour ça qu'ils ont été liquidés. Donc, c'est pour ça que ça reste très important. Vous avez dit qu'on avait une année, globalement, avant qu'on risque de changer de régime, que ce soit. Donc, on a une année, a priori, de constitutionnalité au Liban et de justice. Qu'est-ce qui peut se passer de bien pendant cette année? Et qu'est-ce qui peut partir, le best scénario et le worst case scénario de la prochaine année?
Ok, je vais parler de ça en détail si vous permettez juste un peu plus tard. Je voulais peut-être dire qu'il y a une autre enquête. Oui, juste qui a avant, repris. on arrive à ça dans 2 secondes. Oui. La dernière question, juste aujourd'hui, avec le nouveau président de la République, Joseph Aoun, et le nouveau Premier ministre, Nawaf Salam, est-ce qu'on peut, où en est l'enquête? Elle a un peu repris, et est-ce qu'on peut aujourd'hui entrevoir un faisceau d'espoir de se dire potentiellement le pouvoir judiciaire au Liban va pouvoir, on va dire, gagner contre l'impunité et va pouvoir nous rendre tous justice en nous donnant la vérité et en, j'espère, punir les coupables. Oui, alors moi, évidemment, je l'espère et je pense qu'on a une chance, oui, tant qu'il y a une volonté politique de soutenir l'indépendance du système judiciaire, de soutenir l'indépendance des enquêtes et de vouloir même renforcer cette indépendance à travers certaines nominations, à travers des mécanismes qui changent le choix des juges et qui permettent aux juges eux-mêmes et elles-mêmes d'élire des représentants dans les conseils supérieurs pour que les nominations ne restent pas les seuls moyens pour mettre tel ou tel juge dans des positions précises, même si le confessionnalisme affaiblit quand même l'indépendance. Mais on peut avoir, avec le temps, avec une nouvelle génération, avec de jeunes juges qui sont élus, qui sont choisis par leurs collègues, ça peut, avec le temps aussi, créer une dynamique très positive. Et on a l'expérience de plusieurs corps de la société civile qui sont en contact direct avec la question judiciaire. On peut évoquer le club des juges, Nadi El-Qudat, on peut certainement évoquer l'excellent travail qui est fait depuis des années par Legal Agenda, le Mufakkara al-Qanounia, et un travail de diffusion, d'explication, de nous toujours donner des informations sur ce qui se passe, de nous expliquer les techniques, pourquoi telle ou telle décision peut avoir des implications positives, pourquoi ou telle modification de la loi peut être encore importante dans ce parcours, etc. Donc oui, il y a de l'espoir. Et le travail des journalistes, le travail sérieux de certains journalistes, honnêtement, je ne suis pas les médias audiovisuels, mais par rapport à tout ce qui est journaux et presse écrite, il y a des journalistes très sérieux et sérieuses qui peuvent aider, que ce soit dans la presse entre guillemets classique, traditionnelle, ou dans les sites alternatifs. Il y a un travail qui se fait, et donc que la société civile puisse soutenir tout ce champ de travail, ça c'est très important pour soutenir à la fois les 2 ou 3 personnes qui aujourd'hui mènent le combat au sein du gouvernement et de l'État, ou 2 ou 3 directement, je veux dire qu'ils ont la décision, le ministre de la Justice, le Premier ministre et le Président de la République, mais il y a aussi un corps réformateur au sein du gouvernement, et il peut y avoir un soutien populaire. Je suis moins optimiste par rapport au Parlement, vu la composition du Parlement actuel, et c'est pour ça, et je vais revenir à cette question, s'il va y avoir une remontada de certains partis politiques dans les élections 2026 et ils vont devenir encore plus puissants au sein du Parlement, on peut craindre certaines... on en parlera, mais c'est pour ça que pendant un an, plus ce gouvernement accélère les réformes et tente de consolider tout ce qui est déjà acquis, plus la société civile dans ses organisations, dans ses syndicats, dans le barreau, Na'abat al-Muhamin, Nadi El-Qudat, les étudiants. Il faut aussi dans les facultés de droit qui préparent l'élite du futur, de l'avenir, qu'il y ait aussi un soutien et un travail. Donc plus cela avance au cours de cette année, mieux ça sera, même si les élections parlementaires peuvent ne pas être à la hauteur de nos attentes. Et sur cette même lueur d'espoir, est-ce qu'on peut aussi espérer que, par exemple, justice sera rendue pour le Luqman Slim? Où en est l'enquête? Qu'est-ce qui se passe depuis son assassinat en 2021, oui, si je ne me trompe pas? Alors, pour l'assassinat de Luqman Slim, l'enquête a été classée pendant un moment. Le juge avait dit qu'il n'a pas suffisamment d'éléments.
Et donc, on a mis l'enquête de côté. La persévérance et la volonté de la sœur de Lokman, Rachel Amir, et de son épouse surtout, Monica, a fait qu'elles ont continué à pousser pour que l'enquête reprenne. Et heureusement, elle a repris cette enquête. Il y a maintenant est-ce qu'elle est une juge ou une procureure de toute façon... En principe, c'est le procureur, il me semble. Procureur, oui. Une procureure qui a ressaisi ou alors juge d'instruction, je suis pas sûre. Je pense que c'est une juge d'instruction ouais, qui a décidé de reprendre l'enquête et d'ouvrir donc cette enquête-là. Il y a des éléments et il y a aussi, on parlait de l'impunité, on parlait de la réalité sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez vu la photo de la voiture dans laquelle Lokman a été assassiné. Il y avait une foule de personnes qui étaient autour, qui a probablement touché, qui l'a fouillé, en plus des responsables qui sont venus des forces de sécurité. Donc, il doit y avoir un travail pour, de nouveau, essayer de retrouver certains éléments au niveau de la voiture, au niveau des balles qui ont tué Lokman. Il y avait des enquêteurs allemands, étant donné que Lokman est binational et que son épouse est allemande, binationale également, qui avaient enquêté. Ils devaient présenter des résultats et après le précédent juge d'instruction avait dit qu'il n'a rien reçu. Il y a eu beaucoup de zones grises, disons. Maintenant, la reprise de cette enquête est aussi montre aussi qu'il y a une volonté politique pour soutenir un travail de justice sur l'assassinat d'une personne. On peut être d'accord ou pas avec elle, mais elle n'avait rien d'autre que son opinion, que ses écrits, que sa parole, et elle a reçu des balles en échange, et donc on lui a volé la vie. Lokman a été exécuté, plus que même assassiné. Il a été exécuté, il a été enlevé, et il a été tué, et son corps a été laissé dans la rue ou sur la route dans le sud Liban. Donc c'est très important aussi que cette enquête puisse aboutir, parce qu'elle va envoyer un message s'agissant de l'impunité, sachant que on a eu des expériences avec des enquêtes sur plusieurs assassinats qui ont eu lieu au Liban après la guerre. Je ne parle pas évidemment de la guerre, parce que si on parle de la justice, de l'impunité, ça commence là. Et ça commence avec le fait que la classe politique, qui depuis 92 gouverne au Liban, elle est surtout formée de certains poids lourds de la guerre civile, ou du moins de la deuxième partie de la guerre civile, de la guerre après 82, et ils sont dans un certain cas toujours au pouvoir aujourd'hui, et on peut avoir leurs enfants plus tard aussi s'il n'y a pas un élan citoyen au niveau électoral. Donc déjà la loi d'amnistie qu'on a eue après la guerre était problématique. Je ne veux pas dire qu'il fallait ouvrir tous les dossiers, c'est très difficile, il y a très peu de cas dans des conflits ou après les conflits qu'on ouvre tous les dossiers et on décide à partir de quelle responsabilité on juge. Est-ce le petit milicien, son chef, le chef de son chef, celui qui donne l'ordre ou celui qui l'exécute, celui qui appuie sur le bouton de la voiture piégée ou le sniper qui vise une femme dans sa cuisine, etc. Il y a toujours des débats philosophiques, juridiques sur cela. Il y a des expériences où on est dans ce que les Sud-Africains ont appelé Truth and Reconciliation. On s'excuse, on raconte ce qui s'est passé, on évoque nos responsabilités, et on arrive plus tard à trouver des moyens pour vivre ensemble, pour tourner des pages ou pour inculper certaines personnes. Il y a la justice internationale qui intervient parfois. On l'a vu après la guerre en Bosnie, après la guerre en ex-Yougoslavie. Il y a des cas où ça a été une catastrophe, comme en Irak après l'invasion américaine et la chute de Saddam Hussein. On a parlé d'une débassification, ce qui ressemble au modèle de la dénazification qui a eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale, sauf que la débassification en Irak, c'était dissoudre l'État irakien et donc de créer ou de contribuer à la création d'un chaos généralisé. On a la Libye qui n'était pas non plus un succès, et là on a la Syrie
le pays voisin est très important pour nous, où on parle d'une justice de transition, une justice transitionnelle. Comment cela va évoluer? Est-ce que les Syriens vont réussir ou pas? Il y a aussi la justice internationale qui a des mandats d'arrêt contre Bachar al-Assad, contre Ali Mamlouk, contre des responsables syriens. Comment cela va évoluer? Ils sont en Russie, en Biélorussie. Certains évoquent la présence de certains dans un pays de la région. Donc, il y a beaucoup de questions et on peut ne pas revenir évidemment à la guerre, mais tous les assassinats qui ont eu lieu, notamment après 2005, avec la tentative contre Marwan Ahmadi, puis l'assassinat de Rafi el-Hariri, puis l'assassinat de Samir Assir, qui dans quelques jours, le 2 juin, ça va être le 20e anniversaire de ce triste jour. Et Joubran Touaine, et Georges Hawe, et Pierre Jmaïel, Walid Aïdo. Désolé si j'ai pas mentionné tout le monde, mais tous ces assassinats-là, jusqu'à le dernier assassinat, c'était le ministre Mohamed Chatah. Tous ces assassinats-là, on n'a pas, pour le moment, ni au niveau de la justice internationale qui a pris quelques dossiers, qui a traité quelques dossiers, des résultats définitifs et satisfaisants, même s'il y a eu au niveau de l'affaire Hariri, évidemment, beaucoup de progrès au niveau du travail. Mais ça pose un problème par rapport à notre mémoire collective, par rapport à notre vécu, par rapport au fait que parmi nous, dans le pays, il y a toujours des personnes qui sont probablement impliquées dans des assassinats et qui vivent normalement, comme si rien n'était. Donc, c'est pour ça que, par rapport à l'assassinat de Lokman, même si on n'a pas résolu les autres assassinats, ça va être très important que l'enquête puisse avancer et Justement, tu mentionnes tous les assassinats qui ont eu lieu pendant la révolution du Cèdre et après. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, l'assassinat de Lokman était un rappel très violent de se dire est-ce qu'on va retomber justement dans une période où tous les jours on s'appelle pour vérifier que nos parents ou etc. sont pas morts dans telle voiture piégée, etc. Et en fait, après, il y a eu le tribunal spécial du Liban qui a enquêté. Bon, il a rendu son jugement en 2020, mais ça n'a pas réellement mené à la fin de l'impunité, ou en tout cas, personne n'a payé les frais. Est-ce que aujourd'hui, ce serait une bonne idée? Qu'est-ce que tu penses de déléguer ces grandes affaires, notamment le port de Beyrouth, Lokman Slim, à une forme de justice internationale, que ce soit par le biais du tribunal spécial du Liban ou autre? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Honnêtement, j'ai pas une réponse tranchée parce que je peux être tenté par oui, pourquoi pas, c'est-à-dire on a besoin d'aide, il peut y avoir un travail sérieux qui va s'imposer à tout le monde, mais en même temps, j'ai moins de confiance par rapport aux acteurs internationaux qui peuvent être... Justement, parce que je considère que c'était un fiasco, le tribunal spécial pour le Liban. Je ne sais pas si c'était un... Oui, alors... Il n'y a pas eu vraiment de condamnation. Oui, mais je ne sais pas si c'est un fiasco, mais de toute façon, ce n'est pas un travail qui est satisfaisant. Je ne parle pas de nous, on doit être satisfait parce qu'on a su qui a fait tel et qu'on voulait la tête de Bachar al-Assad, on voulait telle ou telle chose. Non, mais je parle que finalement, c'est devenu un cercle de plusieurs personnes dont la majorité ont d'ailleurs été tuées dans d'autres circonstances. Le seul élément qui a mené à les inculper, c'était les opérations de téléphone. Donc pour beaucoup, il y avait des failles, mais c'était de toute façon un travail qui aurait pu peut-être... Ça c'est le mien. C'est moi, c'est le mien, pardon. Donc l'idée, ce n'est pas juste par rapport à ce résultat-là. Et encore une fois, je ne suis pas spécialiste pour savoir quel genre de faille il y avait. Il y a eu un grand débat politique là-dessus. Et il va y avoir des débats politiques s'agissant de l'explosion du port, s'agissant de l'assassinat de Lokman. Certains vont considérer qu'une enquête internationale va de toute façon les viser, qu'ils soient réellement derrière l'assassinat ou l'explosion ou pas. Et d'autres vont considérer que les considérations politiques peuvent avoir un poids sur la décision de la justice internationale aussi. Après ce qui se passe dans la région et après les guerres,
Moi, je pense par exemple que l'enquête dans l'assassinat les assassinats de 2005 a été affaiblie par la guerre de 2006. Il y a 1500 Libanais qui ont été tués durant cette guerre. Alors, il y a des gens qui vont vous dire les 1500 qui meurent, aucune enquête, et 3 personnes assassinées voulaient payer des milliards de dollars pour leur tribunal. Ça, c'était par exemple la logique de Hezbollah. Et il a une certaine base au Liban qui va répéter cela avec lui. Maintenant, après la dernière guerre et les centaines de Libanais tués également par Israël, et le génocide à côté où des dizaines de milliers sont tués avec une moyenne maintenant de 100 personnes par jour, quelle justice internationale va après trancher au Liban par rapport à une explosion par-ci ou un assassinat par-là, quand on laisse faire et quand il y a... Je ne dis pas qu'il faut, sous ce prétexte, rejeter, comme certains le font, tout ce qui est international, tout ce qui est droit international, tout ce qui est enquête et aide internationale, loin de là, parce que aussi ce que j'ai dit peut être instrumentalisé et utilisé comme argument contre tout ce qui vient du système international, loin de là. Mais je pense que un travail libano-libanais sérieux, avec une volonté politique, avec des juges qualifiés, avec une société civile qui observe, qui fait un follow-up, qui fait de la pression, avec des organisations, des syndicats, etc., ça peut être également, je veux dire, efficace et sans avoir à payer des sommes colossales, comme ça a été le cas dans le tribunal pour le Liban. Oui, oui. Mais on peut avoir... Tout à fait. Par contre, on peut avoir toujours besoin d'aide technique, de laboratoire, de savoir faire au niveau de l'analyse des data, des choses qu'on n'a pas au Liban suffisamment, oui. Et il peut y avoir de la coopération avec la justice internationale, on peut avoir de la coopération avec la justice française, on peut avoir de la coopération avec la justice allemande, dans le cas de Lokman, et il faut, et de toute façon, il est allemand aussi, donc il peut y avoir ce genre de travail. Mais je ne vois pas de toute façon, même si on le souhaite, je ne vois pas le gouvernement actuel aller vers la demande de la... Non, il peut demander une aide, mais pas de confier l'affaire à un tribunal international. Je pense que ça c'est hors question et ils n'ont pas les moyens de toute façon. Et il n'y aura pas un soutien politique à cela, ni au niveau interne, ni au niveau des acteurs aujourd'hui dans la région et au niveau international qui soutiennent le gouvernement actuel. Je ne pense pas que l'Arabie Saoudite va pousser vers cela, ni les États-Unis d'Amérique, ni la France. Et d'ailleurs, les messages que les autorités libanaises avaient reçus après l'explosion du port, c'était pas tout à fait encourageant par rapport à ce genre d'option. Ils leur ont dit, vous voyez, mais c'est pas vraiment la peine. Vous ne pensez pas qu'il y a aussi une question de... Les Libanais ont tendance à avoir cette habitude fâcheuse de vouloir importer des solutions. En fait, si on réfléchit à ce qui a été dit, on réalise qu'il y a tellement de sujets et tellement d'affaires sur lesquelles on a besoin d'une aide internationale, que ce soit sur les enquêtes, sur la justice, sur du financement, etc. Et en fait, alors qu'on devrait réfléchir peut-être à une réhabilitation du système actuel au Liban et de la question de la justice, la souveraineté de la justice libanaise, la souveraineté de pas mal de questions au Liban. Oui, je suis tout à fait d'accord et je pense qu'on a eu tendance au Liban, et je ne parle pas là juste du volet de la question de la justice, mais à tous les niveaux, il y a comme une tradition. Et on dit toujours, ah, mais le monde ne va pas nous abandonner. Ça peut être aussi, ah, mais les pays arabes ne vont pas nous laisser tomber. Donc, les Galfis, les Khalijiyin, ils vont certainement intervenir, ils ne peuvent pas permettre cela. La France, elle a tout intérêt à être bien présente, donc elle ne va pas abandonner. Les États-Unis d'Amérique, de l'autre côté, l'Iran, elle ne va pas nous laisser tomber, etc., etc. Et cela a créé, oui, des dynamiques dans lesquelles la plupart des acteurs politiques qui ont un grand poids confessionnel ont des alliances avec des acteurs étrangers, des alliances politiques. Dans le cas de Hezbollah, évidemment, c'est plus que cela, c'est organique.
parce qu'il y a une alliance politique, elle est en même temps de nature idéologique et financière, mais même chez les autres, entre l'Arabie Saoudite, la France, les États-Unis pendant un moment, durant la guerre, certains ont même collaboré avec Israël. Donc l'idée, c'est que, et n'en parlons pas du régime syrien pendant des décennies après la guerre, et le fait que la plupart de la classe politique faisait Beyrouth-Damas, c'est beaucoup plus qu'ils s'occupaient de leurs propres affaires directes dans leur municipalité. Mais c'est vrai qu'il faut aussi recommencer, ou du moins renverser cet ordre des choses en pensant à l'intérieur et à ce qui peut être construit à l'intérieur, sans le tabou ou sans rejeter tout ce qui peut être utile et qui vient de l'extérieur. Et on a beaucoup de Libanais qui vivent à l'extérieur. Donc nous, en tant que diaspora, connectés à des gouvernements, connectés, je veux dire, vu notre vie, à des personnes dans tel ou tel ministère qui peuvent avoir une influence, comment, avec le temps, on peut penser à des lobbies libanais qui travaillent pour protéger le pays, qui travaillent pour soutenir le pays. Il y a plein de chantiers et plein de champs d'action possibles. Donc la coopération internationale est importante, mais cette idée de toujours considérer qu'on peut compter sur un système ou sur un acteur ou sur un modèle international pour résoudre nos problèmes, je pense que, du moins, au niveau de nos expériences, ça n'a pas très bien marché, ça n'a pas été brillant. Si ça marche, pourquoi pas, mais ça ne marche pas. Et je me rappelle une fois d'un chercheur qui faisait sa thèse sur le Liban, qui m'avait surpris à une question qu'il m'avait posée à laquelle je n'avais jamais pensé, en me disant, mais vous, spécifiquement au Liban, le fait que vous avez toujours une mobilité, une liberté de bouger, de quitter le pays, soit parce que vous avez des résidences, soit vous êtes binationaux, soit vous obtenez toujours des visas malgré les difficultés. Ça, à chaque fois qu'il y a de grands problèmes, il y a une vague de départ. Je ne condamne pas, je ne mets aucun valeur de jugement pour ceux qui partent ou ceux qui ne partent pas. Mais cette facilité à pouvoir bouger vous rend moins obsédé par la nécessité de trouver des solutions à l'intérieur. Ça ne marche pas. Je ne dis pas qu'il a raison. Je cherche le rapport de cause à effet. Oui, mais tout à fait. Mais lui, il revient déjà à la Première Guerre mondiale et à l'Empire ottoman. Donc non, je veux dire que la question, elle est légitime. Après, je ne sais pas s'il a raison. Est-ce que cela, c'est vrai ou pas? Oui. Certains peuvent dire que même être à l'étranger peut aider le pays parce que ça va avoir plus tard des conséquences et on va ramener dans le pays des expériences, des vécus qui vont enrichir l'expérience libanaise et que ça a été le cas. Cet aller-retour régulier et je pense que nous tous et toutes là, Libanais et Libanaises, on fait des allers-retours. Je connais plein de gens qui, à chaque fois que la possibilité de revenir s'installer se présente, ils partent. Et parfois, ils le regrettent et ils reviennent. Parfois, non. Elles sont tellement contentes. Donc, je n'ai pas une réponse, mais je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de repenser pas mal de choses par rapport à notre existence libanaise, y compris, et là je réponds rapidement, ou pas rapidement, mais je réponds à la question. Est-ce qu'on peut justement... la crise que connaît le Liban depuis des années va aussi au-delà de l'actuel gouvernement, qui pour moi, au moins 6 ou 7 ministres, je me permets de le dire, dans ce gouvernement-là, je pense qu'ils sont sincères dans leur volonté de bien travailler. Peut-être ils sont plus nombreux, je parle des personnes que je connais et qui veulent absolument que les choses avancent. Mais la crise du système politique libanais va bien au-delà de cela. On a vécu depuis 82, on n'a pas connu une seule élection présidentielle qui était normale, entre guillemets, ou qui allait avec les mécanismes constitutionnels que nous avons. 82, c'était l'invasion israélienne. Notre système, on le qualifie de système consociatif, c'est-à-dire c'est un système théoriquement de consensus, d'où l'idée de la majorité des 2 tiers, d'où l'idée du fait qu'on doit toujours trouver des compromis, d'où l'idée qu'on est dans une power sharing, dans un partage de pouvoir entre les différents représentants, et jamais
un président de la République doit être représentant d'un bloc face à d'autres blocs. L'idée, c'est qu'il soit un compromis afin de pouvoir régler, modérer, jouer un rôle à part, disons. 82, invasion israélienne, Bachir Gemayel a été élu. Il a certainement une légitimité auprès d'une partie des Libanais, mais il ne l'a pas, notamment, on était dans un contexte guerrier, auprès d'une grande partie des Libanais. Malgré cela, il a été élu, il a été assassiné, c'est terrible, encore une fois, l'impunité, un assassinat. Son frère l'a remplacé, Amin Gemayel, dans un compromis qui a eu lieu, mais ce n'était pas dans la normalité, disons, des choses. 88, on n'a pas eu d'élection, on oublie, mais 88, on n'a pas eu d'élection présidentielle, on a eu 2 gouvernements pour la première fois dans l'histoire du Liban. Le gouvernement de Michel Aoun et le gouvernement de Salim El-Hoss. Et il y a eu tout un débat constitutionnel sur le fait que mais un sunnite ne peut pas être à la tête de l'État, donc c'est aux maronites de le faire. Il a été nommé Premier ministre et non pas président de la République. Et on a eu un vide. Après, René Mawad a été élu dans des conditions aussi de guerre et de contexte guerrier. Et il a été assassiné, 2e président assassiné. Il a été remplacé par Elias Lehraoui dans une élection aussi qui avait connu des conditions assez spéciales. Après Elias Lehraoui, Tamdid, la constitution a été modifiée pour lui permettre de rester 3 ans de plus. Décision syrienne, du régime syrien. Après, Émile Lahoud, la constitution a été de nouveau modifiée pour permettre à un chef de l'armée qui n'avait pas démissionné 6 mois avant de devenir président de la République. Et après, Lahoud, Tamdid, Tamdid, donc prolongé de 3 ans, 2004, avec la résolution 1559, les assassinats, le pays qui explose, et après, un vide pendant à peu près 1 an, jusqu'à ce qu'un autre chef de l'armée, Michel Sleiman, la constitution modifiée pour qu'il puisse venir. Après Michel Sleiman, même pas modifié. non, ils ont trouvé le compromis après Doha. Et après Michel Sleiman, Farrar, un vide pendant plus d'1 an, jusqu'à ce que Michel Aoun soit élu. Après Michel Aoun, presque 2 ans, jusqu'à ce que un nouveau chef de l'armée soit élu. Donc, 76 aussi. Pardon 76 non, entre Sarkis et Frangieh. On a rendu la Constitution. Parce qu'il était Hakam, Banque Markazée. Mais ce que je veux dire, c'est que... Tout à fait. Donc, on est déjà, par rapport à la question de la présidence, dans une crise cyclique. Par rapport au fonctionnement des institutions, on a inventé un concept qui s'appelle Telet Zaed Wahad. Heureusement qu'il y a le tiers plus 1. Pourquoi le tiers plus 1? Pour ne pas permettre 2 tiers. Et donc, ceux qui ont Telet Zaed Wahad, le tiers plus 1, considèrent qu'ils peuvent bloquer les institutions. Donc, il n'y a pas de décision qui peut être prise sur certaines questions sans leur aval. Donc, il faut négocier avec eux. Sinon, on boude. Et en plus, ça a été, au niveau du Parlement, ça a été un scandale. Un Parlement, le chef du Parlement, il ferme à clé le Parlement et il part. Pendant combien de temps? Il est parti avec la clé. On ne peut pas se réunir jusqu'à ce que vous êtes d'accord par rapport à ce qu'on a appelé le Mithaqiyya. Le Mithaqiyya, qui vient du terme Mithaq, le pacte national. Donc, ce n'est pas constitutionnel. Le pacte national était un accord oral. C'est coutumier. C'est coutumier. Donc, on dit Mithaqiyya, c'est-à-dire si vous nous dépassez, nous, chiites, dans le gouvernement, ça a été le cas, je le nomme ainsi, je ferme le Parlement et je prends la clé et allez la chercher. Donc, on bloque, on paralyse. Et ce système-là, il est toujours en place. Il n'a pas été modifié. La loi électorale permet aussi, avec les équilibres confessionnels, avec cette idée que moi, je suis né à Beyrouth. J'ai vécu toute ma vie à Beyrouth. J'ai fait une partie de mes études à Beyrouth. J'ai travaillé à Beyrouth. J'ai payé des impôts à Beyrouth. J'ai reçu les services de la municipalité de Beyrouth. Je paye mon électricité à Beyrouth. Mais quand je vote, je pars au village à quelques heures de Beyrouth où j'aime beaucoup le village et ses gens et la nature et j'ai un attachement émotionnel. Mais je ne connais ni les dynamiques sociales suffisamment,
Et c'est le lieu où l'intellectuel libanais Ahmad Baidoun, l'historien et le sociologue, il dit « Yantakhib al-Lubnani haythu yudfan ». Le Libanais vote là où il va être enterré, où il y a libanaise. Donc, dans nos zones où nos familles ont leur sigil al-qaïd, etc. Et sur ce sujet, je vous invite à regarder, si vous voulez, sur notre page Instagram, la discussion très intéressante qu'on a eue il y a quelques semaines sur les municipalités. Pardon. Non, mais juste pour dire que cela, par exemple, avant la guerre civile, a eu énormément d'impact sur la guerre elle-même. Pourquoi? Parce que l'exode rural a créé autour de la capitale les Dawahi, ce qu'on avait appelé dans le temps les misery belts, les ceintures de misère autour de Beyrouth et même parfois à l'intérieur de Beyrouth. Et en même temps, ça a déconnecté cette base sociale de son électorat et des personnes auxquelles elle votait ou elle allait voter, sans pour autant être intégrée dans le jeu politique beyroutain ou du Grand Beyrouth. Donc ça crée des perturbations et ça crée beaucoup de problèmes. J'ajouterais à cela aussi le fait que dans ce système politique qui a été mis en place en 1926, quand la Constitution a été rédigée sous le mandat français, puis en 1943 avec le Pacte national, puis même Taïf qui a repris et qui a modifié certaines choses. La philosophie de ce système, les communautés religieuses ne connaissaient pas des monopoles au niveau de la représentation. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup plus une classe politique formée par des notables. Et les notables libanais, c'était des grands commerçants, des banquiers, des avocats, des personnes qui avaient de la propriété de terre, des notables sociaux, féodaux, entre guillemets. Et donc, quand on avait des alliances électorales, on pouvait avoir un Khazen à Kisselwen, avec un Assad dans le sud, avec un Sayran, avec un, je ne sais pas, un Arslan dans la montagne, avec un Skaf à Zahle, et on pouvait avoir des partis politiques en face. Mais on avait dans chaque alliance des personnes qui venaient de toutes les communautés et de toutes les régions, et qui chacune avait une certaine base sociale. Elle peut être large ou petite, mais avec le temps, le fait que les communautés religieuses vont connaître de plus en plus un monopole au niveau de leur représentation. Aujourd'hui, Hezbollah ou Amal chez les chiites, presque, je dis, Aoun et Jarjar, avec quelques groupes aussi chez les chrétiens. Je simplifie, mais chez les sunnites, ça, pendant très longtemps, c'était Hariri. Chez les Druzes, c'est Jumblat surtout, mais avec une présence de l'islam. Le fait que les communautés ont été dans un comportement de choix qui cherche toujours à avoir un ou deux représentants, fait que dans plusieurs alliances, il n'y a plus des communautés qui sont représentées. Donc, si vous n'avez pas Sunni et Shi'a, vous allez chercher des individus qui ne représentent pas grand monde, pour être aussi honnête. Donc, c'est un problème qui fait que à chaque fois qu'il y a une dispute politique, c'est comme si on a des blocs communautaires qui s'opposent, et le représentant des blocs communautaires considère que c'est au nom de sa communauté qu'il agit et pour le bien de sa communauté. Et certains membres, puisqu'on parlait de l'impunité ou du clientélisme, ils sont fiers du fait que leur représentant est plus fort que les représentants des autres. Et que durant une séance parlementaire, Berre peut ne pas donner la parole à quelqu'un qui a quelque chose à dire. Ou il peut lui dire khalas kout, ou bien que le Premier ministre dans le temps, il peut être aussi puissant qu'il ne permet pas à certains ministres aussi de s'exprimer, ou bien que le président de la République, c'est le plus fort au monde. Donc on est dans des logiques qui cherchent la puissance, et plus on a des ténors de la classe politique qui sont alliés avec des acteurs étrangers, plus ces acteurs veulent que les leurs soient plus forts, donc plus ils les aident, et plus eux-mêmes, à l'intérieur, vont chercher l'appui pour dire qu'ils ont encore plus de valeur par rapport à cette alliance. Et donc, on devient dans des cercles vicieux. Et c'est impossible de ne pas penser à long terme de la réforme du système politique. Et donc, si les rapports de force aujourd'hui permettent des ouvertures par rapport à la justice, peut-être par rapport au début d'un sauvetage financier, bancaire, avec plein de difficultés et de complexités, peut-être avec une décentralisation administrative qui donne aux municipalités
plus d'indépendance pour un travail de développement local. Avec la question des nominations au sein de l'administration, pour que les personnes qui vont être nominées soient choisies après des concours et non pas pistonnées par telle ou telle personne. S'ils arrivent à faire tout cela, c'est déjà très bien parce que ça va être des acquis. Et avec la pression internationale aujourd'hui, même les blocs parlementaires qui ne sont pas contents sont obligés de laisser faire. Mais moi, je pense que ces blocs-là, qui ne sont pas contents de toutes ces réformes-là, attendent la revanche. Et pour eux, ça va être au niveau des élections parlementaires. Donc, si on revient appuyé par le choix populaire durant ces élections, et on a 90% des sièges du Parlement, en laissant 15-20 à ce qu'on a appelé les députés du changement ou les députés réformistes, on va dire que, ben voilà, la légitimité populaire est avec nous. C'est le gouvernement de réforme qui a organisé ces élections, et malgré cela, on a gagné. Donc, c'est à nous de former un gouvernement sans ces illusions qui nous ont été imposées pendant un moment. Peut-être après, la pression internationale va faire qu'ils vont être obligés de nominer Nawaf Salam de nouveau. Je ne sais pas. Mais l'idée, c'est qu'ils vont revenir, et ils vont tenter de revenir en force pour arrêter le processus de réforme et pour revenir à business as usual en disant que de toute façon, la communauté internationale ne va pas nous abandonner. Le sauvetage économique et banquier a commencé. On va tenter de récupérer une partie de l'argent qui est dans les banques. Le reste, on va le négocier. Et on fait avec une aide pour la reconstruction par-ci, une aide pour certaines municipalités. Avec Qatar al-Oudani, on peut faire des partenariats, jumelage, etc. Et on continue. Il y a ça qui est un grand risque, d'où l'importance de se mobiliser pour les élections parlementaires et pour maintenir la pression, pour aller au-delà des réformes temporaires bien qu'importantes, pour repenser le système politique libanais et à quel point il répond toujours à la réalité libanaise. Et justement, est-ce qu'on peut revenir sur cette idée de l'état de droit? Pardon, il y a des questions. Oui. Et moi, je vais me calmer et on peut plus échanger. Je vous en prie. J'avais juste une question. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les raisons pour lesquelles le Liban n'a jamais réussi à être un État de droit depuis sa création? Et quelles sont les racines de cet échec? Pardon? Les racines de cet échec. Oui. N'importe quelle question. Non, la question c'est par rapport à pourquoi le Liban n'a pas réussi à être un État de droit et quelles sont les racines de cet échec. Alors, il y a une partie de la question qui est philosophique et qui est par rapport à, je sais pas, à la fondation même du Liban qui a été perçue par certains comme un compromis temporaire, par d'autres comme un État où, pour dire les choses très clairement, il y a eu une droite chrétienne au Liban qui pensait par exemple que As-Sira wal-Kayan Sayyam, c'était ça son slogan, c'est-à-dire la formule libanaise et l'entité libanaise, c'est la même chose. On ne touche pas à la formule, on ne réforme pas la formule, car cette formule-là, elle est faite pour cette entité-là, et cette entité-là, c'est une exception dans le monde arabo-musulman, étant donné qu'il y a une forte présence chrétienne au Liban, et que la formule la préserve dans ses acquis et ses privilèges. D'autre part, il y a eu un discours radical d'une certaine gauche libanaise qui considérait qu'on peut abolir le confessionnalisme demain et qu'on fait avec, sans penser aussi aux crispations que cela peut causer chez cette droite chrétienne ou chez d'autres qui sont attachés à un système d'équilibre qui a été mis en place. Et puis, il y a ce qu'on a appelé les oramas ou les notables, qui soient chrétiens ou musulmans, qui étaient pour préserver cette même formule, donc de partage de pouvoir entre les représentants des communautés au niveau politique, au niveau administratif, et qu'on la modifie de temps en temps, vu les changements démographiques et le sentiment chez les musulmans que, vous savez, quand les Français ont aidé les Libanais, entre guillemets, à mettre en place ce système, la formule c'était 6-5. Pour chaque 6 chrétiens, il y a 5 musulmans. Avec le temps, les musulmans disaient non, il faut que ce soit 50-50. La démographie a changé, donc 5-5, ou bien 6-6. D'où l'idée de cette cadre qu'on entendait souvent. Et donc, pour
une partie des Libanais, si on commence à faire cela, alors on va suivre plus tard la logique démographique. Ça va devenir puis 5-7, puis 5-8. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence, par exemple, qu'on n'a pas de statistiques démographiques claires au Liban. Le dernier recensement, c'est de 1932. Et même 32, c'était presque une projection dans certaines régions. Le vrai travail a été fait en 1922. Pourquoi on n'a pas ça? Parce que chacun prétend qu'il est plus nombreux, que voilà, je ne veux pas montrer que je suis 20%, 30%, je suis 50%, je suis 40%, je suis la plus grande communauté. Donc, on évite, même si on peut avoir des indices. On connaît aujourd'hui les listes électorales avant chaque élection. On a les listes de tous ceux qui sont plus de 21. Et ça, c'est déjà ridicule, 21 ans. Pourquoi 21 ans et non pas 18? Parce que certains ont peur que sous 21 ans, les musulmans soient encore plus nombreux. Alors, ok, parce qu'ils vont avoir 21 ans dans 3 ans. Donc, ils seront plus nombreux. On faisait le service militaire à 18 ans. On est jugé à 18 ans. On peut commencer un business à 18 ans. On peut conduire à 18 ans. On fait tout à 18 ans, mais quand on va à 21 ans. Bien qu'entre 18 et 21 ans, on peut être poursuivi en justice. Poursuivi en justice à 21 ans. À 18 ans. Mais on n'a pas le droit de s'exprimer politiquement. Pourquoi? Parce qu'en général, entre 18 et 21 ans, on a encore plus d'enthousiasme, on est moins dans un réalisme politique libanais et clientéliste libanais. On a des idées et des aspirations qui vont à l'envers ou qui vont contre le statu quo de ce système-là. Donc, non, qu'ils finissent leurs études, ils vont chercher du travail, ils vont avoir besoin de tel ou de tel pour leur trouver un bon boulot, et ils sont captés, ils sont absorbés par le système lui-même. Il y a plein de questions auxquelles on n'a jamais répondu, y compris pourquoi la classe politique, et c'est pas maintenant, c'est depuis l'indépendance, n'a jamais souhaité que les conseils municipaux soient bien puissants, avec un bon budget, avec beaucoup de possibilités de travail et d'intervention. Tout simplement parce que les députés font le travail des municipalités, les affaires, et ils trouvent des petits jobs ici, ils nominent un policier par là. Ils font le travail que les municipalités doivent faire, et ils ne font pas le travail de législation, d'observation du gouvernement, de follow-up des décisions. Donc c'est beaucoup plus simple pour eux. Et avec le temps, une culture se construit à ce niveau-là, et ce qui reste des municipalités est très romantique et très beau. C'est le Mukhtar dans les Masrahiyat al-Habni, c'est cette idée de quelqu'un dans le village, je lui envoie deux photographies pour me faire un ikhraj et celui-là, les gens le disent, ah, haïda bikhdom, haïda ma bikhdom. Donc, on réduit un travail de politique citoyenne à des petits services, tandis que si on regarde dans d'autres pays, disons démocratiques, souvent les présidents de la République ou les politiques viennent du travail municipal. Jacques Chirac a été le maire de Paris. En Allemagne, c'est la même chose. En Espagne, c'est la même chose. Il passe par la mairie, par la gestion des affaires des citoyens, par les plans d'urbanisme, par le travail de construction, par le travail des impôts, de la gestion de la ville, avant de gérer un pays. Chez nous, non. Donc, il y a plein de raisons. Et il y a le confessionnalisme. On peut très bien défendre certains aspects, comme certains le disent, du confessionnalisme, qui ne permet pas à une majorité confessionnelle de s'imposer vis-à-vis des autres. Cela, selon certains, je pense personnellement, mythes, nous a protégés des dictatures qu'on a vues dans les pays arabes voisins. Moi, je pense qu'il y a eu des dictatures au sein de chaque communauté, mais pas au niveau national. Je suis désolée, juste parce que le temps commence à nous guetter. Juste avant de terminer, on n'a pas eu le temps de passer sur... Non, mais il y avait une main là, je pense. Je sais, mais est-ce qu'on peut y revenir dans... Ok, parce qu'on a juste un point assez essentiel à aborder dont on n'a pas encore parlé, je suis désolée, et je reviens à vous, madame, dans quelques instants. Donc, on a parlé d'état de droit, on va dire quelque part des pratiques politiques qui malmènent, on va dire, toutes les structures administratives et judiciaires qui sont en place.
Est-ce qu'aujourd'hui, donc déjà aujourd'hui, on a eu une réforme de la justice qui a été votée en mars 2025. Quels sont les points principaux de cette réforme et est-ce qu'on peut justement entrevoir potentiellement de la réforme en tant que telle? Ouais. Ok, bon, bah madame. Non, mais si tu veux, non, la réforme en tant que telle, c'est que ce qui est important dans cette réforme, c'est surtout que il y a des juges qui vont élire une partie de leur conseil, et que ce n'est plus comme avant des nominations. Parce que quand on nomine, il va y avoir toujours une certaine influence. Et il y a malheureusement des quotas confessionnels, puisqu'on parle des racines, c'est aussi dans le système judiciaire. Il y a des postes pour des chiites, des postes pour des maronites, des postes pour des orthodoxes, des postes pour des druzes. Et dans le temps, l'idée c'était que chaque grand représentant d'une communauté au sein du pouvoir va nominer les juges. Et donc ces juges-là, même s'ils sont bien qualifiés, même s'ils sont intègres, il y a comme une dette quand même à celui qui les a choisis. Et donc cette dette peut avoir des conséquences. Si le juge il est tellement intègre, il peut de temps en temps démissionner, ce qui a eu lieu à plusieurs reprises au Liban. Parfois, il est intègre et il ne veut pas subir les pressions. Il dit que c'est pas une affaire que je peux gérer, trouver un autre juge parce que j'ai un conflit d'intérêts ou j'ai un problème avec cela. Et parfois, s'il est moins intègre ou du moins s'il est sous pression, il va juger d'une manière qui va nuire à la philosophie même de l'impartialité d'un juge. Donc, désarmer les politiques de ce pouvoir de nominer des juges est très important. Je sais qu'il y a encore des critiques que ce n'est pas total, que c'est partiel, et donc espérons que ça va devenir, ça va se généraliser à tous les niveaux, mais pour le moment, c'est d'un côté, il y a des nominations, de l'autre, il y a une élection au sein même du corps des juges, et tant mieux que ça commence, et espérons que ça va se poursuivre, pour que la nomination politique n'ait pas des... Donc c'est là où on a un an pour reprendre ce que disait Elias. On a un an avant que potentiellement cette... Et peut-être on va être surpris par les élections et qu'il y aura de bons résultats. Pourquoi pas? Je ne veux pas être pessimiste du tout. On a un an pour bien travailler et s'il y a des réformes et si ça se consolide, pourquoi pas avoir 40 ou 50 députés qui soutiennent des réformes et qui vont donner des combats, et cela va modifier les rapports de force d'une manière favorable aux réformes. En plus, il y a un succès au niveau du sauvetage financier, au début, disons, un début de sauvetage financier, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Ça peut aussi soutenir le gouvernement dans son élan de réforme. C'est pour ça qu'il faut voter. Et c'est pour ça qu'il faut voter, et notamment... Croyez-vous au sauvetage financier, personnellement? Non, mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est qui va payer les pertes? Parce qu'il y a des pertes, donc il ne va pas y avoir un sauvetage total. Il y a, certains estiment 72, d'autres 80, 85 milliards de dollars de pertes. La bataille qui se joue, c'est qui va payer le prix. Certains disent que c'est l'État, sauf que l'État n'est pas responsable. Ça, c'est les banquiers. D'autres disent que ce sont les banquiers, la Banque centrale, mais aussi, il faut voir, et c'est pour ça l'importance de la loi qui a été votée sur la Sariya Nasrifi et le secret bancaire, et avec 10 ans de recul, comment l'argent est parti, qui a permis son départ, surtout qu'il y a des milliards, des dizaines de milliards qui sont partis après le capital control, après qu'il y a eu une décision de ne plus permettre des transferts. Et quand même, il y a eu des dizaines de milliards qui sont partis. Pourquoi, comment, etc. En plus, il y a des personnes et des banquiers, mais pas seulement, des politiques, des gens qui ont accumulé au niveau de la politique d'intérêt qui a été pendant très longtemps adoptée dans ce qu'on a appelé les handasset meliye, qui ont accumulé énormément de profits. Et une partie est partie aussi à l'étranger. Donc, en partie, ils doivent payer, ils doivent sacrifier une partie de leurs intérêts, de leurs profits. Donc, il y a beaucoup de questions sur comment cette perte va être répartie. Et ce n'est pas les personnes avec des petites sommes ou des sommes moyennes, ou même parfois des grandes sommes,
qui n'ont pas profité du système, qui doivent payer le prix et qui doivent perdre leur argent. Donc, il peut y avoir un début de sauvetage, mais ça va prendre beaucoup de temps et il va toujours y avoir une bataille par rapport à qui paye le prix. Et sur ce point, en tout cas, il y a énormément de fonds qui ont été transférés à l'étranger de manière plus ou moins légale. En tout cas, le Bloc national encourage et soutient dans son programme le fait d'essayer de restituer ces fonds, de mener les enquêtes, de coopérer avec les organismes internationaux. Je vous invite notamment à regarder notre programme, mais c'est un point que vous trouverez dans l'ère de la justice. Qui nous est très cher et qui nous est très important. Il faut que ceux qui sont responsables n'échappent pas à l'impunité comme d'habitude et que nos fonds soient restitués parce que c'est de l'argent public et c'est aussi de l'argent que chacun et chacune d'entre nous ont très difficilement gagné à la sueur de leur front. Madame, vous avez une question? Désolée, vous n'avez pas entendu. J'ai une première question sur la loi du secret bancaire. De ce que j'avais compris, elle est en plusieurs temps. Et là, il n'y a que la première partie qui a été votée, mais pour l'application, il faut aussi qu'il y ait les autres temps qui soient votés. Donc, si vous pouvez nous éclairer sur ça. Ma deuxième question, c'est justement, on dit on a un an. Qu'est-ce que la société civile peut faire pendant cette année pour éviter? Déjà, on a vu que malheureusement, les municipales n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on aurait aimé que ce soit au niveau de la société civile, bon, peut-être pour différentes raisons, voilà. Comment est-ce qu'on peut se préparer aux législatives l'année prochaine? Qu'est-ce que la société civile peut faire? Et comment, au niveau de la communication, la société civile peut élever sa voix? Parce que je pense qu'il y a une communication très forte des partis habituels, notamment via les médias télévisés. Il y a beaucoup de fake news qui ont circulé, notamment au sujet de Kourouna Irada. Moi, c'est une entité que je connais très bien. Et j'ai entendu des choses de personnes très proches qui étaient complètement fausses. Et comment on se bat devant des telles machines en termes de fonds, en termes de du fait qu'ils tiennent les médias. Une question par rapport à ce qu'il vient de dire. Comment, en fait, aujourd'hui, on sait qu'on se bat pour que la diaspora vote pour les circonscriptions de là. Comment on fait tout cet effort de société civile pour vraiment obtenir ce droit? Vraiment, c'est un droit. On vote. On vote pour nous. C'est pas les 6 comme tout à fait. Oui, alors je vais commencer par la question des fake news. C'est en même temps, c'est ce qui se passe partout dans le monde aujourd'hui. C'est l'air du temps et de plus en plus l'idée des fake news, des rumeurs polluent nos connaissances et notre rapport avec la sphère publique. Mais il est vrai qu'il y a une campagne acharnée qui est menée au Liban contre Mégaphone, Daraj, Kourouna Irada, la Legal Agenda et tous ceux qui portent une voix différente, je pense qu'en partie c'est à cause de la question des banques. Et cette campagne, elle est surtout menée par un lobby de banquiers et qui a des connexions médiatiques assez importantes, qui a des relais politiques assez importants. Et c'est vrai que c'est une très grande bataille. Et pour le moment, les personnes et les groupes et les institutions visées tiennent bon. Donc c'est très important de les soutenir aussi dans cette bataille-là et dans ce combat-là. Et ça va être de plus en plus difficile et je pense que ces campagnes vont devenir de plus en plus violentes avant les élections parlementaires pour décrédibiliser les voix et les plateformes et tous ceux qui portent et toutes celles qui portent des voix contre l'ordre des lobbies banquiers et d'une partie de la classe politique. Donc c'est un travail qu'on doit faire ensemble et je pense que c'est aussi un défi qui est international et pas seulement libanais. Par rapport à la première question, la loi a été votée, celle du secret bancaire, et il y a eu un très grand clash autour de 5 ans ou 10 ans. Et ça, c'était très important, parce que c'est ceux qui voulaient que ça soit juste 5 ans avant, 2025, donc 2020, on ne saura rien sur les causes véritables de l'effondrement de 2019-2020. Donc c'était déjà une bataille importante et remportée grâce à la fois à un bloc au sein du gouvernement,
mais aussi pour être réaliste à la Banque mondiale, au FMI, qui ont exigé des conditions pareilles avant toute négociation. La deuxième phase, c'est par rapport pas à la question d'un autre temps, mais c'est plutôt sur l'ajnet al-ra'abi, je ne sais pas comment on dit le terme, il va y avoir des corps de surveillance, il y a le rôle du gouverneur de la Banque centrale, et puis il y a Jamaït Masarif, donc, et le gouvernement, avec son ministre des Finances. Donc il va y avoir plusieurs acteurs qui vont gérer toute la question de la répartition de la perte et la programmation des paiements, combien on peut payer. Il y a des exemples dans le monde, il y a le Portugal, il y a la Grèce, évidemment là il y a l'Union européenne qui a mis son poids, mais ils ont décidé par exemple, si vous avez moins de 50 000, je ne dis pas des chiffres exacts, mais je parle du principe, vous allez récupérer tout votre argent pendant une certaine durée. Si vous avez 100 000, vous allez perdre 5-6%, 200 000, 10%. Et ça monte. Vous avez des millions et des millions, vous allez perdre 20%, ça va être votre contribution. Donc, qui va décider de cela? Les banques, vous savez, ils voulaient que l'État vende une partie des l'amlek, l'am, au sous. D'autres veulent que la Banque centrale paye. Donc, il va y avoir un grand chantier et des batailles aussi politiques par rapport à cette question-là. C'est vrai donc que même si la loi est passée, mais l'aboutissement n'est pas encore garanti, ça va dépendre des rapports de force. Pour la question du vote, alors, on a toujours, dans des milieux réclamant les réformes, demandé que la loi électorale soit basée sur la loi proportionnelle. Et ils ont adopté cela, sauf qu'ils ont ajouté quelque chose qui mine toute la loi. C'est la voie préférentielle, qui nous ramène à l'idée majoritaire de bloc, surtout confessionnel dans le cas libanais. Et maintenant, ils veulent, et ça c'est aussi un autre clash qui va avoir, entre ceux qui disent que les diasporas votent pour 6 députés, donc on leur donne une quota de 6 députés. Et comme ça, on réduit leur impact sur le reste. Et ceux qui disent non, on va voter à partir de l'étranger pour nos circonscriptions, donc on veut être connecté au reste des Libanais et des Libanaises pour le choix des 128. Et ça, c'est très important, parce que si on regarde les élections de 2022, on voit que les votes dans plusieurs pays étaient contre les ténors confessionnels, politiques de la classe dominante. Que ce soit dans les pays du Golfe, où il y a des gens d'un certain âge qui partent travailler, et donc leur connexion au Liban, elle est à la fois celle de ceux et celles qui sont partis il n'y a pas très longtemps et qui veulent peut-être revenir, qui sont là-bas pour le travail, mais qui ont toujours leur attachement direct. Dans certaines villes et dans certains pays européens, c'était la même chose. Même aux États-Unis d'Amérique, même si c'était plus clivé, et en Allemagne, c'était plus clivé. En Suisse, ça dépend aussi, mais il y avait certainement plus de personnes qui ont voté pour un changement que des personnes qui ont voté pour les formations au pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils veulent réduire leur impact. Donc, on doit évidemment se mobiliser pour ce droit-là. Et ce gouvernement-là, il va être divisé par rapport à la question. Mais je pense qu'il va y avoir probablement une majorité qui va vouloir laisser les 128. Après, ça va dépendre aussi des... Puis c'est assez ironique, au municipal, on vote là où on est inscrit de base dans le village, et après là, on nous réduit aussi à 6 sièges, c'est quand même... Oui, absolument. Il faut choisir. Oui, après, ils vous disent, si vous ne voulez pas voter là, ben, rentrez, voter dans le pays. Et payer 200 € à m'aider. C'est les machines électorales pour payer un billet d'avion à 1000 € parfois, ça dépend des distances et des pays. Et donc, on revient aussi à ceux qui peuvent avoir des moyens, qui organisent des vols et qui organisent un vote conséquent. Une dernière question. Oui. J'en profite juste pour vous rappeler un truc essentiel, c'est d'essayer de renouveler au plus vite vos passeports, pour ceux qui votent avec des passeports, ou vos cartes d'identité, parce que
la date d'inscription pour la diaspora, alors je ne saurais pas vous dire exactement, mais elle sera aux alentours de novembre ou octobre, si je ne me trompe pas. Et sachez que pour un passeport, par exemple en France, qu'on veut renouveler, il y a à peu près 5 à 6 semaines d'attente. Donc, et ça coûte combien? Alors, ça coûte pour 1 an 44 €, pour 3 ans, il me semble 159 €, pour 5 ans 249 et pour 10 ans 500 €. Voilà. Et 100 € de DHL. Et 100 € de DHL, tout à l'heure, ça va. Ah, voilà, mais ça c'est une option. Ah, c'est obligatoire. Mais en tout cas, ça pour vous dire, dépêchez-vous de renouveler vos passeports ou vos cartes d'identité. Pour ceux qui veulent, n'attendez pas la dernière minute parce que vous risquerez potentiellement votre place pour pouvoir voter avec la diaspora. Et d'autres la dernière question. Je suis désolée d'insister parce qu'on est quand même sur la thématique de la justice et vous dites que connaître vraiment les racines, ça nous aiderait à aussi aller de l'avant. Donc, vous avez dit que vous avez qualifié d'extrême la gauche qui, à l'époque, était... Non, je ne suis pas qualifié d'extrême, radical. Radical. Oui, je suis radical. Okay. C'est pas... Ça me rassure. Non, mais voilà, c'était juste sur cette question-là, du coup, s'ils avaient des solutions anticonfessionnelles, pourquoi on ne les a pas écoutées Et je voulais savoir aussi, vous entendre aussi peut-être parler du rôle de la France qui était là au moment de la création du Liban. Donc peut-être plus nous dire quel impact. Le problème, c'est qu'on va se lancer dans un... Oui. Non, mais c'est vrai. Écoutez, moi, ce que j'essaie de dire, c'est qu'avant la guerre, il y avait des projets qui évoquaient évidemment la nécessité de dépasser le confessionnalisme. Peut-être la terminologie utilisée elle a piégé ceux qui l'ont évoqué. Je vous donne un exemple qui continue à être un folklore libanais jusqu'à maintenant. Certains musulmans parlent de Elra Taifiyé, donc d'abolir le professionnalisme politique, et certains chrétiens répondent à l'almané, la laïcité. Et chacun sait que l'autre ne va pas accepter ce qu'il dit, et il le dit pour qu'il ne soit pas accepté. C'est-à-dire, une partie des musulmans qui évoquent le Taifiyé ou l'abolition du confessionnalisme savent que cela effraie les chrétiens, et étant donné qu'ils ne le veulent pas vraiment, ils le disent pour que les chrétiens le rejettent. Et les chrétiens ne le rejettent pas directement, ils disent « Ah, vous voulez abolir le confessionnalisme, allons-y vers la laïcité », parce qu'ils savent que du côté de certains musulmans, il y a notamment du côté du clergé, des mouftis, ils vont dire que non, la laïcité, donc ils se renvoient toujours la balle parce que chacun, dans les deux camps, ne veut pas en finir avec ce système. Il peut y avoir des modifications de part et d'autre, du côté de certains chrétiens, je relativise toujours, ou du moins je dis que certains par-ci et certains par-là. Non, c'est par rapport le président de la République et son rôle qui doit être consolidé, ce sont ses prérogatives qui doivent être repris, et il y a certains qui mènent des campagnes par rapport à cela. Et de l'autre côté, c'est par rapport au Premier ministre ou au chef du Parlement. Donc, comment se repositionner au sein du même système sans vouloir le dépasser. Après, comment dépasser le confessionnalisme, qui est, à mon avis, l'une des racines, parce qu'il y a aussi le système socio-économique, parce qu'il y a le développement qui ne s'est pas propagé de la même manière, parce qu'il y a eu un Fouad Chahab qui a tenté de réformer le système administratif et le système politique, mais qui n'a pas été très loin dans les réformes économiques. On a au Liban, bien que le pays est tout petit, mais une très grande concentration des richesses et des services à Beyrouth et dans le Bon-Liban, beaucoup plus que dans ce qu'on a toujours appelé les atraf, et cela peut avoir des résultats aussi par rapport aux communautés, puisque les atraf sont habités par certaines communautés plus que d'autres. Donc il y a plusieurs niveaux socio-économiques, politiques, mais pour revenir à Taïfi et au confessionnalisme, je ne pense pas qu'on peut
juste de le dépasser ou en finir avec ce système d'une manière volontariste et dans quelques mois ou dans un an. Et je ne dis pas ça non plus pour dire que ça va prendre du temps, et donc si ça va prendre du temps, on laisse tomber. Non, on peut commencer. On peut commencer par exemple, Taïf évoque un Sénat. On n'a pas un Sénat aujourd'hui. Il dit, Taïf, que le Sénat représente les communautés pour donner des garanties à ceux qui ont peur que sur certaines décisions, modifier la Constitution, déclarer la guerre, signer un traité de paix, toucher à quelque chose qui est existentiel pour l'entité libanaise, c'est Majlis Shura, c'est le Sénat qui reste confessionnel. Par ailleurs, on libère le Parlement de la représentation confessionnelle et les gens votent pour les candidats qu'ils veulent, peu importe leur communauté. Et puis, on peut passer par rapport aux trois postes, Raïs al-Jumhuriya, al-Hukuma et al-Majlis al-Niyabi, un système de rotation. Donc, un maronite, puis un orthodoxe, puis un chiite, puis un sunnite, ou un druze, un arménien, un keldani, un protestant. Aidez-moi si j'oublie. On fait des rotations. Elle a dit un athée. Ça, c'est un autre problème. Il y a des gens qui ont été demandé qu'on retire leur mazhab de Rajnet. Mais vous n'avez pas le droit de voter. Parce que vous allez être dans quel qalam? Aïda al-qalam, la shia al-zukur, aïda al-sunna al-inath. Donc, il faut trouver un autre casier à ce niveau-là. Donc, on fait une rotation pour que tout le monde sente qu'il n'est pas exclu si jamais il y a un changement. Après, on a, encore une fois, les municipalités, quand on parle des racines. Au Liban, les seules élections publiques où il n'y a pas de représentation professionnelle, c'est les municipalités. Et donc, on parle de parité. Tu étais à Beyrouth, on a tout le temps évoqué la parité. Il faut protéger les chrétiens 50-50, et le duo chiite dit que c'est grâce à son vote que la représentation chrétienne a été préservée, avec un sunnite de plus qui a été élu. Donc, on a les municipalités. Et si on renforce les municipalités, où il y a le premier exercice citoyen, en plus non confessionnel, déjà on crée quelque chose. Il y a la question de l'éducation nationale, et soutenir l'éducation nationale, la renforcer. Ça c'est très important aussi, parce que c'est une éducation publique, non religieuse, non confessionnelle, qui est offerte à tout le monde. Aujourd'hui, elle n'est pas renforcée, et beaucoup de personnes vont au privé. Le privé est contrôlé par surtout par des institutions confessionnelles. Il y a tous les services sociaux. Pourquoi je dois être connecté politiquement ou confessionnellement à tel ou tel responsable pour pouvoir avoir un lit dans un hôpital ou un traitement au lieu d'avoir un hôpital bien plus efficace pour tout le monde. Donc, les réformes par rapport au confessionnalisme touchent tout, et pas seulement juste le domaine de la représentation directe. C'est pour ça que je dis c'est un projet à long terme, mais qui doit commencer. Et si on continue juste à dire que c'est un projet à long terme sans le commencer, on répète les mêmes choses, et une partie de mon débat ont déjà été évoquées à maintes reprises avant. Donc il y a, je pense, un travail qui doit se faire à plusieurs niveaux, et si ça commence par l'indépendance du système judiciaire, ça touche après les municipalités, puis l'éducation, on construit et on accumule. La France a une responsabilité, oui, mais ce n'est pas seulement la France. Les Libanais ont une très grande responsabilité, et la France a reproduit le système des mullahs, des Ottomans, qui, eux, voulaient réformer l'Empire en le créant pour rassurer les minorités et pour diminuer les interventions françaises et britanniques dans leurs propres affaires. Ça n'a pas marché. Et on a, depuis, accumulé un système confessionnel après l'autre, et l'Arf est devenu une réalité, bien qu'il était un gentleman agreement. Et dans la Constitution, elle parle, et plusieurs clauses dans la Constitution évoquent le dépassement du confessionnalisme. On ne les a jamais utilisées. Il y
y a même un mécanisme de sortie de cette situation parce que le professionnalisme politique est une situation temporaire selon le TAEF. Et on était censé en sortir. Même selon la Constitution, même selon le père de la Constitution, c'est jusqu'à ce que. Exactement. Sauf que le jusqu'à ce que n'est pas arrivé. Depuis la création. Je suis désolée, on doit mettre fin à cette discussion qui est très intéressante et sur laquelle on pourrait s'éterniser pendant encore 2-3 heures, je pense, sans aucun problème. 2-3 jours. Je tiens à te remercier, Ziad, pour ta présence et je tiens à vous remercier tous pour votre présence. Vous êtes de plus en plus nombreux à nos afterworks, ça me fait très plaisir. J'en profite pour vous rappeler que le 28 juin, nous aurons une conférence. Donc là, c'est pour ceux qui connaissent, c'est le modèle un peu plus classique des conférences avec 3 intervenants sur la réforme du secret bancaire et la transition économique. Donc un tournant pour le Liban, je pense un sujet qui intéresse plusieurs personnes d'entre vous, avec Isha Diwan et Sybille Vezet. Donc je vous invite à vous inscrire. Nous ferons la publicité sur notre page Instagram. Je vous invite à vous y inscrire et à être très nombreux. Et les 2 sont excellents, vraiment. Voilà. Et ensuite à continuer à venir à nos afterworks qui ne cesseront pas. Si vous croyez en des échanges de qualité, comme celle qu'on vient d'avoir, sachez que c'est compliqué et comme l'a dit Ziad, les élections et les machines électorales coûtent très cher. Donc n'importe quel soutien est bienvenu, que ce soit de 1 euro à si vous pouvez en donner plus, n'hésitez pas. Donc si vous le voulez, vous avez des QR codes que vous pouvez scanner pour nous aider à continuer à faire ce genre d'événements et d'autres dans le futur. Et donc sans plus tarder, je vous invite tous à nous rejoindre autour d'un petit verre et quelques petites bouchées. Merci. C'est à l'intérieur. Et merci beaucoup.